Linoy, moi je suis avocate chez Deloitte, société d'avocats en charge des sujets en effet régulatory, nouvelles technologies, blockchain, Web3. À l'origine avec Jean-Marc de ce club, puisque je crois que je faisais partie des membres fondateurs il y a 2 ans, voilà. Et je travaille régulièrement avec Jean-Marc sur les sujets d'innovation. Donc voilà, alors l'idée, Marion a évoqué pas mal de sujets, donc je vais peut-être passer vite certaines slides, puisque globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit sur les définitions, donc on se rejoint sans s'être concerté. Et c'est pas l'école lyonnaise, hein, c'est en tout cas en droit français, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais me placer peut-être d'un point de vue plutôt, alors investisseur, acheteur, consommateur. Voilà, c'est un autre angle de vue. Je vais vous donner quelques éléments. Jean-Marc, je suis désolée, mais ouais, je pense qu'il faut que tu recliques sur ton ordi parce que je n'arriverai pas à les passer les slides. La page est jolie, mais si juste tu cliques, peut-être qu'après j'ai la main du coup. Ouais, ça y est. Ouais. Voilà. Alors, le développement des NFT, comme Marion vous l'a expliqué, ça a effectivement commencé surtout au départ avec le marché de l'art. Et puis ensuite, on a eu en fait une élaboration de plus en plus massive qui a touché notamment le monde du sport. Pourquoi je vous parle du monde du sport également? Parce que Sorare, qui est une société française, est aujourd'hui dans le collimateur des régulateurs, notamment en ce qu'on aurait accès par cette plateforme, non pas simplement à des NFT ludiques, un renouveau des cartes Panini, mais peut-être bien à des questions liées au gaming, au gambling, aux paris sportifs en ligne, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer également de réfléchir quelques minutes avant d'acheter des cartes soi-disant Panini sur Sorare, parce que je ne suis pas persuadée que nous sommes comme ça dans un bien très classique, mais peut-être bien plutôt dans l'ère du gaming, voire des jeux en ligne. Autre chose, on assimile assez souvent le NFT au monde du luxe. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, après on va dire, un monde tourné vers Instagram où, en fait, les grandes entreprises de luxe ont décidé de se servir des influenceurs pour faire la promotion de leurs produits, et bien derrière Instagram, on arrive au Web3, on arrive au métaverse. Et quoi de mieux, une fois que l'on a rêvé sa vie sur Instagram, maintenant de se créer des avatars sur un métaverse et puis de se balader avec des sacs à main ou des chaussures Gucci version NFTisée. On verra encore une fois ce qu'on y met derrière. Donc, juste pour info, on est à Megève, on n'est pas loin de la Suisse. Ne vous inquiétez pas, hein, les Suisses ne sont pas les derniers à y avoir pensé. Donc, ils ont été les premiers à créer des banques crypto. Maintenant, des marques comme Hublot, par exemple, se lancent en fait dans les NFT. Et on n'est pas là sur des choses qui permettraient de tracer des produits de luxe en utilisant la technologie blockchain pour, par exemple, certifier que les éléments constitutifs d'une montre ont bien été fabriqués dans telle usine, etc. etc. Non, là, ce que Hublot a voulu vendre, c'était des NFT. Lors du Salon mondial de l'horlogerie à Genève, ils ont fait des petits NFT qui pouvaient être achetés. Idem, il y a quelques jours, Tiffany a lancé, et bien évidemment aussi, sa collection de NFT. Donc là, on ne va plus dans l'enseigne bleue acheter une jolie bague. On peut directement, en fait, récupérer les NFT sous forme, d'ailleurs, vous l'avez vu, de petits pendentifs. Alors, tout ça, ça ne se porte pas. Hein. Les montres Hublot, elles ne se portent pas. Le pendentif crypto ne se porte pas. On est complètement dans un univers virtuel et on met ça dans son petit wallet digital ou sur son avatar si on a décidé d'en créer un. Voilà. Je ne parle pas du coût que cela représente, bien évidemment. Hein. Je vous laisse imaginer combien un petit crypto punk version Tiffany peut coûter dans un univers parallèle, mais ça s'apparente à des sommes tout à fait on va dire, considérable et voire même, hein, ça dépasse clairement le montant de ce que l'on pourrait acheter dans la vraie vie, dans une boutique chez Tiffany. Alors, je vais passer un peu plus vite sur la définition des NFT, puisque Marion l'a déjà évoqué. Donc, effectivement, je la rejoins sur tout. La différence entre ce que l'on appelle un NFT et ce que vous pouvez aller de manière assez banale appeler crypto-monnaie, c'est que si vous avez un Bitcoin, si moi j'ai un Bitcoin dans mon portefeuille numérique, eh bien Jean-Marc a également un Bitcoin, eh bien cela a la même valeur, d'accord? On parle de fongibilité, la fongibilité de la monnaie. Donc un Bitcoin égale un Bitcoin, un euro égale un euro, un stylo bic égale un autre stylo bic. Quand on est dans le monde des NFT, chaque NFT a sa propre valeur et ne peut pas être
fongible, d'accord? On ne remplace pas un NFT par un autre. Donc ça, c'est cette idée finalement de pièce unique. C'est pour ça qu'on a basculé très vite dans le monde de l'art avec cette idée d'originalité, d'authenticité, de rareté. Voilà. À minima, un NFT, comme l'a dit Marion, ça garantit, selon la technologie blockchain, ce certificat de propriété. Ça, à minima, on est tous d'accord qu'un NFT peut s'apparenter à un certificat de propriété virtuel, d'accord? Donc, si on fait le process de création, une personne associe une œuvre à un programme informatique, le fameux smart contract, sur lequel il va venir finalement apposer sa signature numérique. Ça, c'est de la techno pure, il n'y a pas de droit là-dedans. Le contrat, alors le contrat au sens large, hein, on n'est pas sur une définition du contrat au sens du code civil ou de toute autre définition, c'est cette idée d'accord, de volonté, en tout cas on est d'accord sur le process. Le contrat est enregistré dans la blockchain pour créer le jeton, c'est quand on mint un NFT, et ensuite le jeton est transféré à son acheteur contre une rémunération. Ça, c'est un process de création de NFT traditionnel. Voilà. Je vous ai mis un petit schéma. Donc, le créateur, c'est John. Il crée le NFT. Il le vend à Lisa, qui ensuite va le vendre à Alex, etc., etc., etc. C'est un process assez très basique et on enregistre tout ça dans la blockchain, qui est le support technologique de création des tokens. Jusque-là, il n'y a rien, on va dire, de bien extraordinaire, en tout cas au déploiement des NFT. Tout l'enjeu, en fait, va être de savoir comment le droit, notamment le droit français, vient en fait qualifier ce process et vient ensuite lui appliquer un régime juridique qui lui est propre. Alors, à mon sens, il y a différentes hypothèses d'application. Moi, celle qui m'interroge, on va dire le plus, c'est la définition de NFT comme un actif numérique au sens du Code monétaire et financier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis la loi Pacte en 2019 en France, on a des textes qui nous permettent d'encadrer la définition juridique de l'actif numérique. D'accord? Alors, il faut bien comprendre que l'actif numérique au sens du droit français, derrière, c'est pour venir y coller en fait une régulation financière. Parce que le régulateur de tout ça, à notre sens, en tout cas juriste, on va dire droit bancaire, droit financier, c'est l'autorité des marchés financiers. D'accord? Donc, c'est là où je vous dis que moi, je me passe non pas du point de vue peut-être plus artistique, mais du point de vue investisseur et ou consommateur, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'éventuel impact financier pour y coller en fait une régulation. D'accord? Et pour être très clair, la loi Pacte en France, c'est autorité des marchés financiers. Donc, tout ce qui est, on va dire, monde de l'art ou gaming, etc., ça ne les intéresse pas trop. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si derrière, il y a un produit financier et comment on vend un éventuel produit financier à des investisseurs / consommateurs. Le risque est là. Donc, dans le code monétaire et financier, on a cette idée, en fait, qu'un jeton, c'est un bien incorporel qui représente sous une forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique. Donc, ça, c'est la fameuse blockchain. Donc, dans cette hypothèse, le NFT pourrait être perçu comme un actif numérique au sens de la loi Pacte. Et moi, si on me dit que c'est un actif numérique, tout de suite, je vais vous dire que dans ces cas-là, eh bien, les petits créateurs de NFT doivent être considérés comme des prestataires de services sur actifs numériques. Et ces fameux PSAN, eh bien, ils sont encadrés par l'autorité des marchés financiers. D'accord ? Je limite un petit peu mes propos. On est bien d'accord que la définition de l'actif numérique n'a pas du tout été pensée pour les NFT. D'accord ? On l'a pensé en fait de manière assez basique pour ce que l'on appelle les security tokens ou les utility tokens. Ces fameux tokens qui permettent en fait de monétiser, de lever de l'argent sous une formule blockchain. D'accord ? Jamais au sens NFT, marché de l'art. On peut les faire rentrer dedans, mais ce n'a pas été le cas. D'accord ? Donc, un security token, ça veut dire que, si vous voulez, il faut qu'à un moment donné, il y ait cette volonté de mettre de l'argent, d'accord, et de faire un profit. C'est un investissement d'argent dans une entreprise normale avec une expectation de profit dérivé, d'accord, avec un souhait de gagner de l'argent.
Je pense très objectivement que certains détenteurs et acquéreurs de NFT sont dans cette perspective. J'achète un NFT pour le revendre plus cher, donc j'utilise le NFT comme un produit financier. J'en suis intimement persuadée, même si aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour savoir si on va basculer dans ce type de réglementation. Mais j'en suis assez persuadée. Ensuite, on a le NFT en tant ce que l'on appelle que bien divers. Alors, le NFT sous forme de bien divers, c'est aussi une problématique qui a été soulevée dans le Code monétaire et financier, si vous voulez, où là, on est sur une personne qui va proposer à des clients d'acquérir des biens en espérant un rendement financier. On peut également rentrer aussi dans ce type de catégorie en fonction de la manière dont on se présente au public. Encore une fois, rappelez-vous que moi, le lien qui m'intéresse, c'est celui qui crée le NFT, ou en tout cas qui le propose à la vente, et la relation que va avoir l'investisseur ou l'acheteur ou le consommateur avec lui. On peut rentrer aussi dans cette définition d'intermédiaire en biens divers. On espère un rendement financier. Je ne reviens pas sur la qualification d'œuvre d'art, puisque ça a été évoqué par Marion, et c'est là où je la rejoins complètement. Si vous regardez, on a cité les mêmes textes, ça ne figure pas dans les œuvres de l'esprit, etc. Il n'y a pas de processus créatif, il n'y a pas la personnalité de son auteur. Donc, tout ça, on est d'accord, et l'ensemble des juristes est d'accord pour dire qu'à date, en fait, le simple fait de m'imiter n'est pas du tout ça ne veut pas du tout dire qu'on est sur un processus technique original et que ça vaut œuvre d'art. Là où on peut avoir également un intérêt en termes de droit, c'est de considérer finalement que le NFT s'attache à un droit réel et notamment au droit de propriété. Alors là-dessus, je suis assez d'accord avec cette qualification quand le NFT vient remplir sa fonction de certificat. D'accord ? Sur la fonction de certificat de propriété, on pourrait considérer que finalement, on peut attacher à un NFT des droits réels, à savoir un droit de propriété. D'accord ? Reprenez l'exemple de cette petite carte d'authenticité et comme quoi on a bien acheté à telle date, à tel endroit, tel bien et qu'on a ce certificat qui nous dit que c'est bien Semimoy qui a acheté telle montre dans tel magasin à telle heure. On peut considérer que finalement, on peut attacher derrière le NFT en fait des droits réels, à savoir le droit de propriété. La question, c'est de savoir le droit de propriété de quoi ? Parce que moi, je suis persuadée que si mon petit NFT, c'est le certificat d'authenticité, je repars bien avec ma montre ou mon sac, etc. Là, je suis bien propriétaire de cela. La question, c'est de savoir que si derrière le NFT, il n'y a en fait pas grand-chose, de quoi est-on propriétaire ? On est propriétaire uniquement d'un certificat d'authenticité qui ne repose sur rien, ou le sous-jacent n'existe pas. Ça, c'est plus compliqué. Alors, NFT et droits personnels, ça serait, en fait, si vous voulez, des NFT qui seraient des accessoires de droits personnels. Une personne crée et émet un NFT qui octroie à son titulaire un droit sur la personne de son émetteur. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, à moins finalement que le NFT soit le support d'un droit de créance. Pareil, là, on utilise la technologie pour en fait considérer le NFT comme support de notre droit de créance, à savoir, finalement, le NFT pourrait mettre fin à une relation contractuelle dans des conditions précises. Et si le NFT n'exécute pas la chose promise, eh bien, on aurait un droit de créance pour aller, en fait, via ce support NFT, poursuivre la personne. Voilà. Alors ça, on rentre dans des considérations très juridiques où, en fait, on va utiliser finalement le NFT comme la possibilité d'aller directement demander une résolution du contrat ou d'aller récupérer un bien, etc. etc. Il y a eu quelques tests pour votre information, ou même certains. Alors, on n'est pas du tout en France. Les juges ne sont pas encore prêts à ce qu'on leur explique ça. Mais on a eu le cas, je vous montrerai dans certaines affaires, où finalement, on a même utilisé le NFT pour aller en fait faire délivrer une assignation à une personne. Puisqu'on a une traçabilité qui est parfaite, donc on est sûr que la personne va finalement, in fine, recevoir l'information. Alors, le NFT dans l'actualité législative, Marion en a parlé, effectivement, cette fameuse vente aux enchères, alors de biens incorporels qu'on suppose NFT, il y a déjà eu le cas, en fait, effectivement, en France, en mars, chez Fauve Paris, qui est une galerie d'art assez, on va dire, innovante. Donc, il y a eu finalement des ventes aux enchères de NFT. Ça a été la première fois en France. Donc, on a quand même une évolution législative sur ce sujet-là. On a également le fameux règlement MICA. Alors, ça a été un peu
ça a été un peu voté last minute, en fait, puisque sous la présidence française de l'UE, le 30 juin à 22h30, le texte MICA a été définitivement adopté avant bien que la France ne rende la présidence. Ce règlement MICA, il est, alors, de mon point de vue, il est juste passionnant, en tout cas pour les juristes, puisque cela va venir encadrer de manière européenne les acteurs de l'écosystème blockchain crypto. On avait notre petite régulation Pacte à la française qui ne concernait que les sociétés qui souhaitaient démarcher le public français. Et là, on va avoir en fait une mise en conformité au niveau européen. Et on est en France déjà à 90% conforme avec les attentes du régulateur européen. Donc, autant vous dire que c'est plutôt bien quand on est avocat de droit français de voir arriver ça, parce que finalement, les institutions sont déjà au courant. L'autorité des marchés financiers s'est déjà traité ces questions-là. Donc, on est assez en avance par rapport aux autres pays de l'UE. Dans MICA, on a eu un petit peu peur au mois de mars, puisqu'au départ, certaines personnes à l'origine du texte voulaient en fait insérer les NFT, et bien justement sous la catégorie de crypto-actifs, et donc leur coller la réglementation très stricte liée finalement à la régulation bancaire et financière. Au final, MICA ne prévoit pas les NFT, mais on va quand même doucement, puisque la Commission européenne donc, va devoir préparer en fait, de nouveaux textes pour finalement voir si, in fine, on ne devrait pas quand même envisager de coller certaines régulations aux NFT. Donc, à date, dans MICA, pas de NFT, mais la Commission européenne a 18 mois pour se pencher sur la question. Donc, on est loin d'avoir terminé sur ce processus-là et ça va leur laisser le temps, si vous voulez, de voir un petit peu comment les encadrer. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va finir par les encadrer. Donc, ça génère, il y a trop de risques et ça génère trop de problèmes. Voilà. Moi, je me suis posé la question de savoir si on ne pouvait pas finalement envisager de faire une ICO, ce qu'on appelle donc, des levées de fonds en crypto-monnaie en utilisant les NFT, parce que, encore une fois, je vous ai dit que j'allais coller au plus à la réglementation financière. Alors, la question qui se pose, c'est qu'un NFT, il n'est pas émis normalement dans le cadre d'une offre publique de jetons si on considère que le NFT est uniquement là pour valoriser un quelconque certificat d'authenticité. Si par contre, on fait croire au public que ce NFT va générer derrière finalement d'éventuels rewards, d'éventuelles portes d'accès à des jeux vidéo, etc., là, on peut très facilement basculer sur le fait qu'un NFT, finalement, serait peut-être un utility token. Alors, un utility token au sens il serait non fongible, c'est-à-dire que moi, j'aurais un utility token qui me serait propre et mon voisin n'aurait pas effectivement le même droit d'accès ou le même parcours d'accès au jeu, etc. Mais peu importe. On pourrait, à mon avis, dans certaines hypothèses, comme on le voit d'ailleurs sur Internet, sur des projets non régulés, on voit quand même arriver cette question-là et à mon sens, on ne va pas pouvoir l'éluder bien longtemps puisque certains projets sont tellement bien tournés qu'on nous fait croire que ce NFT n'est finalement une sorte de choses rares, mais ça ne l'est pas du tout. Et on pourrait très bien considérer qu'on est sur un monde d'utility token et non pas de NFT. Alors, pareil sur la fiscalité, Marion l'a déjà évoqué, on se rejoint, on est sur un système très classique. La loi de finances 2022 pour 2023 a un petit peu amélioré les choses, mais on est sur des mécanismes basiques, investisseurs occasionnels, et puis pour les sociétés, impôt sur les sociétés, etc. Là où ça m'intéresse un peu plus, moi, c'est les actualités judiciaires, quand même, tout ça. Parce que là, on s'amuse un peu plus, quand même. Alors, on a eu quelques cas, quand même, déjà. On a eu le cas Quentin Tarantino contre Miramax. Alors, tout ça se passe encore aux États-Unis, mais vous savez, ça se passe aux États-Unis parce qu'ils ont considéré qu'il fallait aller là-bas, mais quand on est sur un sujet blockchain, crypto, NFT, métaverse, on peut en faire ce qu'on veut et par définition, c'est absolument sans frontières. Donc, ce qui se passe aux États-Unis pourrait très bien se passer en France et on va devoir travailler notamment avec les pouvoirs judiciaires pour améliorer un petit peu les choses, puisque rien qu'immatriculer une société avec le mot crypto à l'intérieur, ça pose déjà des problèmes auprès des greffes des tribunaux de commerce. Alors, je vous laisse imaginer quand on va devoir aller devant les tribunaux, leur expliquer qu'il y a des contrats de vente de tokens et qu'il y a eu des vols en fait de NFT, ce qui est le cas, on va le voir. Donc voilà. Donc il va y avoir un process aussi, à mon sens, de pédagogie à avoir vis-à-vis des autorités judiciaires. Mais voilà, exemple classique de problématique judiciaire cette fois-ci. Donc Quentin Tarantino contre Miramax.
Tarantino voulait tout simplement créer des NFT en reprenant des shoots de Pulp Fiction, en faisant des NFT qui étaient des photos du script qu'il avait lui-même en fait rédigé avec ses notes, etc. Eh bien non, Miramax a dit non et l'a attaqué en justice, tout simplement parce qu'en fait, Miramax, dans son contrat, avait bloqué en fait tout usage complémentaire qui pouvait être fait par Quentin Tarantino. Alors, le mot métaverse n'était pas inscrit dans le contrat à cette époque. Aujourd'hui, il va falloir un peu aussi que les contrats soient adaptés à cette nouvelle manière de fonctionner. Mais effectivement, si vous regardez, tout était interdit, donc tout était sans limitation. D'ailleurs, ils avaient bien mis sans aucune limitation. Donc, c'était des listes qui étaient écrites. Faire des livres, faire des supports audio, électroniques, etc., des médias interactifs, le théâtre, la télévision, etc. Donc, Miramax avait interdit à Tarantino l'usage par son seul fait de tout ce qu'il y avait en lien avec Pulp Fiction. Donc, les NFT, par définition, qui reprenaient des supports en fait, de Pulp Fiction, eh bien, devaient être également interdits. Donc, première affaire. Celle-là a été aussi très connue, on en a beaucoup entendu parler. Un artiste a voulu reproduire dans le métaverse des sacs à main Hermès. Vous imaginez bien, ça n'a pas trop plu à la maison mère. D'accord. Et donc, des NFT avaient été mis en vente sur OpenSea. Je vous laisse regarder le prix quand même. Hein. Ça coûte quand même plus cher qu'un sac Hermès. Hermès avait au départ formulé une atteinte à ses droits et dessins et modèles. C'était ça au départ. Elle avait dit, je pars sur les dessins et modèles. Et puis, ça ne marche pas, les dessins et modèles. Donc, au final, elle est partie sur une action plutôt, on va dire, traditionnelle, à savoir que ça portait atteinte à son image de marque et à la marque. Voilà. Donc, pareil, ça, c'est en cours on va dire, de traitement à New York. Mais c'est pour vous montrer un petit peu que voilà, ce n'est pas aujourd'hui qu'un univers. Derrière, il y a du réel. Derrière, il y a quand même des problématiques contentieuses. Et puis, alors, on va parler d'OpenSea. Parce que alors, tout le monde parle d'OpenSea. OpenSea, c'est la plateforme pour acheter des NFT. Je vous invite à aller lire les conditions générales d'OpenSea quand même. Allez les lire. C'est à un moment où on prend le temps d'aller lire les conditions générales d'Amazon. Et bien, on va lire les conditions générales d'OpenSea. Et là, on se rend compte que c'est quand même un sacré bazar juridique. Ça ne tient absolument pas la route. On ne comprend absolument pas ce que l'on achète et que derrière, il n'y a absolument aucune sécurité juridique. Mais pourtant, OpenSea, tout le monde en parle. Voilà. Je vous donne un dernier exemple. Ça s'est arrivé il y a quelques temps. Je ne sais plus quand c'était, il y a quelques mois. J'ai dû mettre la date, 17 mai. Voilà. Effectivement, il y a eu des vols de NFT. Parce que ça marche aussi. Ne vous inquiétez pas, tout se vole, en ce compris les NFT. Effectivement, donc il y a eu des actions qui ont commencé à être engagées par, regardez bien, des investisseurs. Moi, j'ai mis là-bas acheteurs, mais ces gens-là, vous inquiétez pas, c'était ça, pas simplement des consommateurs. Ceux qui avaient acheté ces NFT, ils étaient là pour investir et revendre plus cher. Et la problématique, si vous regardez bien, c'est qu'en fait, les NFT ont été volés et ont été revendus, notamment sur OpenSea, à un prix moindre que ceux pour lesquels les investisseurs avaient payé au départ. Vous voyez bien qu'on est sur une problématique d'investissement, on n'est pas sur une problématique on fait mumuse. Non, les vrais investisseurs, ils sont là pour investir. D'accord. Et donc, il y a eu des actions, en fait, qui sont en cours contre OpenSea pour manque de sécurité, etc. Donc là, ils ont utilisé la page Instagram, mais il y a différentes manières aujourd'hui pour venir voler des NFT. Donc, ce qui remet en cause un petit peu aussi le côté, si vous voulez, ludique, sympathique et mignon des NFT. Derrière, il y a de l'argent, il y a des plateformes qui doivent être régulées, qui doivent être encadrées, avec des mécanismes aussi qui doivent être mis en place. Donc, si vous voulez un peu mon analyse, en tout cas, si vous souhaitez acheter des NFT, il y a plusieurs points à vérifier d'un point de vue juridique. Donc, déjà, qui émet le NFT, d'accord? Et là, on retombe aussi sur cette problématique de savoir où est-ce que finalement ce NFT, d'où il vient? Est-ce qu'il y a une œuvre attachée à ça derrière? Est-ce que c'est simplement un éventuel contrat qui serait passé? Ensuite, quelles sont les conditions? Donc là, on revient sur des plateformes comme OpenSea, etc., qui ne sont absolument pas encadrées et sur lesquelles, globalement, on ne comprend pas grand-chose. Est-ce qu'on a des informations sur le créateur de l'œuvre d'origine? On retombe sur les problématiques liées au marché de l'art. Si j'achète aujourd'hui une œuvre en fait digitalisée, est-ce que l'artiste au départ est d'accord? Est-ce qu'il a cédé en fait son droit d'auteur? Est-ce qu'il y a également d'éventuels droits de suite? Est-ce que derrière tout le monde est d'accord pour une éventuelle transformation? Parce qu'on peut également avoir un artiste et simplement, si vous voulez, générer un NFT qui est là. Allez,
l'image JPEG de son tableau, mais il peut y avoir également des déformations, des transformations de l'œuvre d'origine. Ça doit être prévu. Est-ce que l'artiste était d'accord également pour qu'on vende son bien dans un métaverse? C'est différent que d'aller acheter même un NFT dans une galerie physique. Est-ce que derrière, on peut en fait créer le NFT et aller le vendre dans une plateforme complètement décentralisée? Est-ce qu'on a effectivement des exclusivités? Problématique du droit à l'image, c'est une photo. Est-ce que derrière, le droit à l'image est respecté? Même chose, les données personnelles. Est-ce que derrière, on est sûr que tout est véritablement protégé? Voilà. Et puis, je vous invite également à vous poser des questions. Quel est le parcours client pour acquérir un NFT? Voilà. Si c'est trop simple, s'il n'y a pas de vérification d'identité, etc., c'est qu'il y a quand même un petit problème, à mon avis, d'accord? Est-ce qu'on peut ensuite revendre le NFT? C'est pareil. Est-ce que vous avez bien vérifié dans le contrat d'acquisition? Encore faut-il qu'il y en ait un. Là, je parle, ça c'est dans un monde imaginaire. Mais est-ce que notre NFT, j'ai le droit de le revendre ensuite? Pas sûr. Ce n'est pas une obligation, etc., etc. Donc, si vous voulez, sur tous ces sujets-là, quand on parle de NFT, à mon sens, et quand on se place non pas tellement du point de vue de l'artiste dans le marché d'art, mais du point de vue de l'acquéreur, eh bien, il faut véritablement se poser ce genre de questions. Et je n'ai pas de réponse clé en main à vous apporter aujourd'hui, puisque la régulation est beaucoup trop sommaire et on n'a pas du tout assez de recul. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a de plus en plus de textes qui se mettent en place. Encore faut-il qu'ils soient tous bien coordonnés. On a quelques, on va dire, innovations d'un point de vue législatif, ça c'est une certitude, mais on a surtout de plus en plus d'affaires judiciaires. D'accord? Si j'étais venue là il y a un an, je n'avais aucune affaire judiciaire à vous présenter. D'accord? J'aurais été là, c'est super, on a la loi PAC, c'est formidable, etc. Là, en un an, on a eu déjà quelques affaires judiciaires qui commencent à se mettre en place, ce qui veut dire que bien évidemment, hein, le monde virtuel, c'est comme le monde réel. Ce n'est pas parce qu'on est dans le métaverse qu'on ne va pas rencontrer les mêmes voyous, les mêmes escrocs et les mêmes process. Ils sont pas plus imaginatifs, c'est juste que c'est un nouveau terrain de jeu. Donc voilà, je considère, moi, à mon sens, qu'il n'y a pas plus de blanchiment d'argent dans l'univers de la blockchain et des cryptoactifs qu'il n'y en avait avant. On n'a pas attendu la blockchain et les cryptos pour blanchir de l'argent, ça se serait. Par contre, ça offre en fait de nouvelles opportunités et ça offre également de nouveaux dangers. À chaque opportunité, il y a des dangers. Eh bien, c'est pareil, on commence à voir arriver des affaires judiciaires qui étaient méconnues. Voilà, en gros. Merci beaucoup, Cyril, pour votre présentation. On va passer aux questions. Donc, pour l'audience. C'est un sujet très... Et par exemple, pour l'instant, il y a effectivement un flou qui est assez important autour des NFT. Est-ce qu'il y a des choses légales? Est-ce qu'on peut voir pour cet actif qui va, comme vous disait Marion aussi, va être vraiment un titre qui prouve un titre de pensée. En fait, il y a pour moi, il y aura plusieurs applications. Mais c'est comme, on rentre dans un univers où il va y avoir, à mon sens, des produits financiers qu'il va falloir structurer, encadrer. Et là-dedans, je peux même y mettre certains NFT, ça ne me choquerait pas en fonction de la définition, mais il va y avoir des choses très structurées, très cadrées, avec des prestataires de services sur actifs numériques. On est là pour acheter des bitcoins, on est là pour faire des rendements financiers sur un NFT, etc., etc. Ça, c'est le monde de la finance. Très clair, d'accord. Et puis après, grâce à la blockchain, on a tout cet univers de divertissement, de virtuel, d'amusement, de gaming, où on va avoir des systèmes, par exemple, de tokens, de reward, ou si ça existe déjà. Hein, si vous regardez, prenez le groupe Casino, ils se sont lancés dans le métaverse, et puis ils vont développer des systèmes de rewards. Alors, on va faire ses cours dans le métaverse avec notre petit avatar et nos tons de Gucci qu'on aura payé plus cher que dans la vraie vie. Et puis derrière, eh bien, si j'ai bien fait le parcours client, je vais avoir des rewards et ça va me donner des bons de réduction. Et là, on ne s'inquiète pas, mes courses vont bien m'être livrées chez moi. C'est ça le Web3. C'est l'avenir. Après, on n'adhère pas, mais c'est en tout cas ce qui nous attend. Et les grandes marques l'ont très bien compris. Et à mon sens, il y a deux branches. Il va y avoir la branche des produits financiers. Il va y avoir la branche de l'entertainment, de l'amusement et pourquoi pas. Et il y aura toujours la technologie derrière blockchain qui, de toute façon, est là pour enregistrer et valider des transactions. Ça, c'est le mécanisme de base de la blockchain.
Et après, ben, on va voir, en fonction si c'est un investissement, ben, il y aura des régulations qui sont strictes en matière financière. Puis si on est dans le monde de l'amusement, ben, on tombera sur des régulations très consuméristes, en fait, protection du consommateur en tant que tel, avec des systèmes, et bien on fera des jeux concours, etc., etc. Et on appliquera en fait une régulation qui est proche de celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution du droit. À mon sens, ce n'est pas une révolution juridique. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas remettre en cause le droit de propriété, même si on a pu le croire, on aurait pu croire que ça allait remettre en cause le droit de propriété. Non, on n'est pas prêt de bouger ce genre de choses. Par contre, ça va générer de nouvelles problématiques et il va falloir s'adapter. Mais pas plus, pas moins que l'ère d'Internet il y a 20 ans. Voilà. Avec ma seule limite à ça, pour être franche, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème en fait de ce qu'on appelle de forum shopping. C'est-à-dire que d'un point de vue du droit international privé, on a un petit problème quand même avec la blockchain parce que par nature, c'est véritablement transfrontière. C'est bien une des seules choses aujourd'hui au monde qui, par définition, est transfrontière. Et là, on va avoir un problème parce que même la régulation européenne, c'est mignon, c'est sympa, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Voilà. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas et qui n'existera pas. Enfin, ça, il faut quand même être certain. Parce qu'on touche aussi, en partie, quand on parle de cryptoactifs, on parle pour certains de monnaie, et là, on touche à la souveraineté nationale. Comme l'impôt. C'est déjà pas mal que MiCA, c'est déjà pas mal qu'on ait un règlement MiCA au niveau européen, parce que mais c'est la continuité un peu de la zone, enfin, en tout cas de ce qu'on a pu être capable de faire sur une zone euro, etc. Mais on touche à la souveraineté des États. Donc, oui. Vous n'imaginez pas les Nations Unies créer un droit Non. Non. Non, non, non. Déjà, si elle n'est pas interdite avant pour des problématiques environnementales, on aura de la chance. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ça est très, 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 très énergivore. On parle de choses comme ça à l'aune d'un réchauffement climatique. La technologie blockchain est énergivore. Alors, il y a des systèmes, Jean-Marc vous l'expliquera mieux que moi, mais aujourd'hui, avec Ethereum, ils vont changer de protocole pour partir sur des protocoles moins énergivores, etc. Mais tout ça consomme quand même énormément aussi d'énergie. Donc, si on voit débarquer les Nations Unies au sujet, c'est pour interdire l'usage de la technologie blockchain compte tenu du réchauffement climatique. À mon sens, et puis ils ont d'autres problématiques en tout cas. Donc voilà, mais après, c'est une manne financière effectivement très importante pour tout le monde, que ce soit les grands groupes, les grandes sociétés de distribution, les groupes de luxe, le monde de l'art, etc. C'est une manne financière, c'est un nouveau modèle. Après, la question, c'est de savoir jusqu'où on peut aller dans ce nouveau modèle. À date, il n'y a pas de limite aujourd'hui. Tout est possible parce qu'il n'y a pas de régulation. Donc, c'est une sorte de spéculation en ce moment sur NFT qui donne une image de NFT. On va mettre que des kilos, alors qu'un NFT, moi j'ai vu par exemple, on nous en comptait un restaurateur qui proposait des NFT à ses clients. Par exemple, vous achetez ce NFT à tel prix, vous pouvez manger une fois par jour dans mon restaurant. Alors ça, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des utility tokens au sens de la définition juridique, c'est-à-dire qu'on peut. C'est là où je retombe sur ma problématique de ICO et d'utility token, c'est-à-dire que si le NFT vous donne un droit d'usage, on peut utiliser, d'accord. Là, on est sur un système de service, vous voyez. Voilà, mais un NFT, on peut tout mettre. Le sous-jacent est important parce qu'on peut tout mettre. On peut tout faire ou rien faire. Et il y a beaucoup de rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on a par exemple une carte Panini, la carte Panini qu'on avait avant ou la carte Pokémon, ok, Sora a trouvé une idée géniale. Hein, on a tous eu des albums Panini, c'est formidable d'avoir eu cette idée-là. Bon, Sora, ils ont levé 600 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle une licorne française. Aujourd'hui, ils font des cartes Panini, ils passent des deals avec Mbappé, etc., etc. Je ne suis pas persuadée que Mbappé il ait une vision très philanthropique en fait, de son activité, le garçon. Le monde du foot, ce n'est pas une vision philanthropique. On n'est pas là. Vous voyez, comme Marion expliquait, elle parlait de mécénat, etc., etc. Ça pose des problématiques parce que même Marion, dans son analyse, disait il va y avoir un problème. NFT et philanthropie, ça ne marche pas. On est là pour faire du business, tout ça. Donc, quand Casino déploie un métaverse, Casino, ils sont pas là pour nous nourrir gratuitement. Non, mais quand Gucci a décidé, quand Gucci a décidé de faire des NFT, ils ne sont pas là pour nous offrir des fonds Gucci gratuitement. Donc, il faut pas se mentir sur le sujet. Ça draine énormément d'argent, très énergivore. Il y a des protocoles qui sont très, très intéressants, mais ça reste avant tout un monde très, à mon sens, très, très, très spéculatif. Et tout ça se fait aussi à l'aune du Web3 et de ces univers virtuels.
Donc, on est effectivement à l'aune de quelque chose de nouveau qui mérite un encadrement, contrairement à ce que les initiateurs de la blockchain avaient voulu, hein, parce que l'idée, c'était de ne pas être régulé. Ah non, ça ne marche pas. La non-régulation, ça ne marche pas, et ce n'est pas en tout cas comme ça qu'en France, l'angle a été pris, et l'Union européenne, et aussi les régulateurs. Je parle de la France et de l'Europe parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, mais si vous regardez ne serait-ce que ce qui se passe également aux États-Unis, c'est la même chose. La SEC aux États-Unis, elle n'est pas là pour faire semblant. Le projet Meta, Facebook Meta qui a été remis en cause, ça venait aussi de choses comme ça. Ils ont beau avoir créé leur fondation en Suisse, ce n'est pas parce qu'on arrive en Suisse que tout est permis. Ah bah, il n'y a pas de confiance ou pas de confiance à avoir, c'est eux les régulateurs. Donc, ils appliquent leur doctrine, c'est eux les régulateurs, ils sont pas là, enfin, c'est eux les régulateurs. Nous, en France, c'est l'autorité des marchés financiers. Quand l'autorité des marchés financiers, elle dit non, et ben, elle dit non. Et puis, tant que le projet n'est pas conforme, et ben, on y retourne. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est pas... On n'a pas le choix, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, nous, d'un point de vue avocat, on n'a pas le choix. C'est le régulateur. Enfin, on a des textes, il y a un régulateur. Ensuite, eh bien, on crée des protocoles, on crée des process, on crée des contrats, on crée des politiques anti-blanchiment. Tant qu'ils considèrent qu'elle n'est pas conforme, j'ai envie de vous dire, oui, il y a un côté subjectif. Enfin, c'est comme un magistrat. Hein. Voilà, le libre arbitre du magistrat, à un moment, enfin, voilà, son intime conviction, c'est son intime conviction. Et à un moment, c'est quand même lui qui rend la décision. Bah, le régulateur, c'est pareil. À un moment, s'il a décidé que tel texte s'interprétait de telle manière, à la fin, c'est quand même le régulateur qui va nous dire si oui ou non on peut déposer notre dossier. Enfin, si oui ou non notre dossier déposé est conforme. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Mais on est à l'aune de quelque chose, donc c'est bien de s'y intéresser maintenant. Mais personne, enfin, je pense, dans cette salle, ne peut dire ce qu'il en sera des NFT dans les prochains mois, dans les prochaines années. On peut pas passer à côté. Voilà, mais on peut tout vendre. Enfin, je veux dire, on peut tout faire. Un NFT, c'est un certificat. Nous, par exemple, à Lyon, on a fait une conférence en juin. On a émis des NFT et chaque avocat qui participait à la journée de formation repartait avec un NFT. Bon, effectivement, clairement, ça n'a pas de valeur, mais je serais même intéressée de le mettre sur OpenSea pour voir s'il n'y a pas, entre guillemets, un couillon qui serait capable d'aller me racheter mon NFT qui a été donné gratuitement à tous les participants. Non, mais c'est ça qui serait intéressant. C'est pour vous dire à quel point, est-ce que ça ne ferait pas rêver quelqu'un d'avoir un NFT avec le logo de l'incubateur du barreau de Lyon? J'en sais rien. Je pense que oui. Je pense qu'il y aurait bien quelqu'un qui serait capable de me l'acheter 2 €. Même, enfin, vous voyez, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que je dis, derrière un NFT, ça veut tout dire et rien dire. Voilà. Alors, d'autres questions? Moi, j'avais une question. Donc, si jamais un NFT s'est reconnu en France comme un cryptoactif, donc il faudrait normalement faire. Donc, en fait, tout artiste ou vendeur de NFT ou créateur de NFT devrait être agréé ou enregistré en fait à l'AMF. Eh bien, on pourrait y arriver. Et en fait, je pense que l'AMF, il n'a pas les moyens et les ressources humaines pour permettre ou vérifier les dossiers de tous les artistes. En fait, c'est pas tellement ça. On parle de celui qui émet. Donc, l'émetteur n'est pas forcément l'artiste. Un émetteur, si par exemple un artiste, là, on a des artistes qui veulent émettre leur NFT, qui ne sont pas du tout techniques et autres, et qui auraient, je pense, du mal à passer un enregistrement à l'AMF. Parce qu'en fait, donc en fait, ça arrivera pour beaucoup d'artistes. En fait, ça poserait beaucoup de problèmes pour les artistes en France. Oui, mais parce qu'à un moment, oui, mais les artistes en France, ils veulent créer des NFT qui peuvent être considérés comme un actif numérique. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un gain financier sur leur produit. Bah, en général, les artistes, comme tout le monde, vivent quand même de leur art. Bah oui, mais comme tout le monde. J'ai envie de vous dire comme tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut passer par en fait le sillon de la réglementation. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, un NFT était considéré comme un actif numérique. J'ai dit que compte tenu de la définition de l'actif numérique au regard du code monétaire et financier, on pourrait légitimement envisager que certains NFT soient considérés comme des actifs numériques. Tout à fait, ouais. On a une session ce soir aussi de nouveau sur cette thématique-là. Et c'est vrai qu'il y a les deux visions. Un cryptoactif, oui, si on regarde tout, comme il est défini, tous les points, en fait, correspondent à une... Et c'est pour ça. Alors après, on va parler de fongibilité. Il y a certains qui vont dire, oui, mais alors vu que le NFT n'est pas fongible, il ne peut pas rentrer dans la catégorie de l'actif numérique au sens où l'AMF l'a voulu. Je suis bien d'accord, sauf que l'AMF, elle n'avait pas forcément non plus, enfin, le régulateur. Sauf que, par exemple, le régulateur n'avait pas forcément prévu que le Salvador fasse du Bitcoin sa monnaie nationale. Et quand, à partir du moment où le Salvador a fait du Bitcoin sa monnaie nationale, ça remet même en cause notre propre définition que l'on a
dans le code monétaire et financier. Parce qu'on dit que c'est tout ce qui n'est pas une monnaie ayant cours légal. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le Salvador? Alors, ne vous inquiétez pas, le régulateur européen, il s'en fout un petit peu de ce qui se passe au Salvador. Mais c'est juste pour vous montrer que tout ça n'est pas encore très mature. Donc, voilà, je ne dis pas aujourd'hui que l'AMF considère cela. Dire qu'elle ne s'y intéresse pas, c'est faux. L'AMF s'y intéresse. C'est d'ailleurs pour ça que certains acteurs qui créaient des utility tokens, on leur a gentiment demandé d'obtenir le statut de PSAM. Tous les gens qui tournent autour du monde du sport, etc., ils sont aujourd'hui dans le process d'onboarding de l'autorité des marchés financiers parce qu'on arrête de faire croire aux gens que d'avoir des petites cartes Panini et des machins et des choses comme ça, c'est considéré comme un utility et qu'on peut s'amuser avec. Non.